Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le rituel des Musgraves. Une anomalie qui m'a souvent frappé dans le caractère de mon ami Sherlock Holmes, c'était que, bien que dans ses façons de penser, il fût le plus clair et le plus méthodique des hommes, et bien qu'il affectât dans sa mise une certaine recherche d'élégance discrète, il n'en était pas moins, dans ses habitudes personnelles, un des hommes les plus désordonnés qui ait jamais poussé à l'exaspération le camarade qui partageait sa demeure. Non pas que je sois moi-même, le moins du monde, tatillon sous ce rapport. La campagne d'Afghanistan, avec ses rudes travaux, ses dures secousses, venant s'ajouter à une tendance naturelle chez moi pour la vie de bohème, m'a rendu un peu plus négligent qu'il ne sied à un médecin. Mais il y a une limite, et quand je découvre un homme qui garde ses cigarettes dans le seau à charbon, son tabac dans une pantoufle persane, et les lettres à répondre fichées à l'aide d'un grand couteau au beau milieu de la tablette en bois de la cheminée, alors je commence à arborer des airs vertueux. J'ai toujours estimé, quant à moi, que la pratique du pistolet devait être strictement un exercice de plein air, et lorsque Holmes, dans un de ses accès de bizarrerie, prenait place dans un fauteuil avec son revolver et une centaine de cartouches, et qu'il se mettait à décorer le mur d'en face d'un semis de balles qui dessinait les initiales patriotiques VR, initiales de Victoria Regina, j'ai chaque fois éprouvé l'impression très nette que ni l'atmosphère ni l'aspect de notre living n'y gagnaient. Nos pièces étaient toujours pleines de produits chimiques et de reliques de criminels qui avaient une singulière façon de s'aventurer dans des lieux invraisemblables, de se montrer dans le beurrier ou dans des endroits encore moins indiqués. Mais mon grand supplice, c'étaient ces papiers. Il avait horreur de détruire des documents, et surtout ceux qui se rapportaient à ses enquêtes passées. Malgré cela, il ne trouvait guère qu'une ou deux fois par an l'énergie qu'il fallait pour les étiqueter et les ranger, car, comme j'ai eu l'occasion de le dire en je ne sais quel endroit de ses mémoires décousues, les crises d'énergie et d'ardeur qui s'emparaient de lui lorsqu'il accomplissait les remarquables exploits auxquels est associé son nom étaient suivies de périodes léthargiques pendant lesquelles il demeurait inactif, entre son violon et ses livres, bougeant à peine, sauf pour aller du canapé à la table. Ainsi, de mois en mois, les papiers s'accumulaient, jusqu'à ce que tous les coins de la pièce fussent encombrés de paquets de manuscrits qu'il ne fallait à aucun prix brûler et que seul leur propriétaire pouvait ranger. Un soir d'hiver, comme nous étions assis près du feu, je me risquai à lui suggérer que, puisqu'il avait fini de coller des coupures dans son registre ordinaire, il pourrait employer les 2 heures suivantes à rendre notre pièce un peu plus habitable. Il ne pouvait contester la justesse de ma demande, aussi s'en fut-il, le visage déconfit, à sa chambre à coucher, d'où il revint bientôt tirant derrière lui une grande malle en zinc. Il la plaça au milieu de la pièce, et s'accroupissant en face sur un tabouret, il enleva le couvercle. Je pus voir qu'elle était déjà au tiers pleine de papiers réunis en liasses de toutes sortes avec du ruban rouge. « Il y a là, Watson, dit-il en me regardant avec des yeux malicieux, pas mal d'enquêtes. Je pense que si vous saviez tout ce que j'ai dans cette boîte, vous me demanderiez d'en exhumer quelques-unes au lieu d'en enfouir de nouvelles. Ce sont les souvenirs de vos premiers travaux ? J'ai en effet souvent souhaité de posséder des notes sur ces affaires. Oui, mon cher, toutes ces enquêtes remontent au temps où mon biographe n'était pas encore venu chanter ma gloire. Il soulevait les liasses l'une après l'autre, d'une façon en quelque sorte tendre et caressante. Ce ne sont pas toutes des succès, mais il y a là quelques jolis petits problèmes. Voici les souvenirs des assassins de Tarleton, l'affaire de Van Berry, le marchand de vin, les aventures de la vieille Russe et la singulière affaire de la béquille en aluminium, ainsi qu'un récit détaillé du Piedbot Ricoletti et de son horrible femme. Ah, voici, cela, c'est réellement un objet de choix.
Il plongea le bras au fond de la caisse et en retira une petite boîte en bois munie d'un couvercle à glissière comme en ont celle où on range les jouets d'enfants. Il en sortit un morceau de papier chiffonné, une vieille clé en laiton, une cheville de bois à laquelle était attachée une pelote de corde et 3 vieux disques de métal rouillé. « Eh bien, mon garçon, que dites-vous de ce lot-là » demanda-t-il en souriant de l'expression de mon visage. « C'est une curieuse collection, très curieuse, et l'histoire qui s'y rattache vous frappera comme plus curieuse encore. Ces reliques ont une histoire, alors ?» À tel point qu'elles sont bel et bien de l'histoire. Et que voulez-vous dire par là? Sherlock Holmes les prit une à une et les posa sur le bord de la table. Puis il se rassit dans son fauteuil et les considéra, une lueur de satisfaction dans les yeux. « C'est là, dit-il, tout ce qu'il me reste pour me rappeler l'épisode du rituel des Musgraves. » Je l'avais, à plusieurs reprises, entendu mentionner cette affaire, bien que je n'eusse jamais pu en recueillir les détails. « Je serais si content si vous vouliez m'en faire le récit. »« Et laisser ce fouillis tel quel ?» s'écria-t-il malicieusement. « Votre amour de l'ordre n'en souffrira pas tellement, somme toute, Watson. Et moi je serais content que vous ajoutiez cette affaire à vos mémoires, car elle comporte certains points qui la rendent absolument unique dans les annales criminelles de ce pays, et je crois bien de tous les pays. Une collection de menus exploits serait assurément incomplète si elle ne contenait point le récit de cette singulière enquête. Vous vous rappelez peut-être comment l'affaire du Gloria Scott et ma conversation avec le malheureux dont je vous ai raconté le sort dirigèrent pour la première fois mon attention vers la profession que j'allais exercer ma vie durant. Vous me connaissez maintenant que mon nom s'est répandu partout, maintenant que le public et la police officielle admettent que je suis l'ultime instance à laquelle on fait appel dans les affaires douteuses. Même quand vous avez fait ma connaissance, au temps de l'affaire que vous avez perpétuée dans l'étude en rouge, je m'étais déjà créé une clientèle considérable, bien que pas très lucrative. Vous ne pouvez guère vous rendre compte des difficultés que j'ai d'abord éprouvées et du temps qu'il m'a fallu avant de réussir à atteindre le premier rang. Quand je suis venu à Londres à mes débuts, j'avais un appartement dans Montague Street, juste au coin en partant du British Museum. J'attendais, occupant mes trop nombreuses heures de loisirs, à l'étude de toutes les branches de la science susceptibles de m'être profitables. De temps en temps, des affaires s'offraient à moi, grâce surtout à l'entremise de quelques anciens camarades d'études, car dans les dernières années de mon séjour à l'université, on avait pas mal parlé de moi et de mes méthodes. La troisième de ces affaires fut le rituel des Musgraves, et c'est à l'intérêt qu'éveilla ce singulier enchaînement d'événements, et aussi aux résultats auxquels il aboutit, que je fais remonter les premières étapes curieuses de ma réussite actuelle. Réginald de Musgrave avait été au même collège que moi, et je le connaissais quelque peu. En règle générale, il n'était pas très populaire parmi les étudiants, quoiqu'il m'ait toujours semblé que ce que l'on considérait chez lui comme de l'orgueil n'était en réalité qu'un effort pour couvrir un extrême manque naturel de confiance en soi. D'aspect, c'était un homme d'un type suprêmement aristocratique, mince, avec un long nez, de grands yeux, une allure indolente et pourtant courtoise. C'était en effet le rejeton d'une des plus vieilles familles du royaume, bien que sa branche fût une branche cadette qui s'était séparée des Musgraves du Nord à une certaine époque du XVIe siècle pour s'établir dans l'ouest du Sussex, où le manoir de Hurlstone constitue peut-être le plus vieux bâtiment habité du comté. Quelque chose du lieu de sa naissance semblait adhérer à l'homme, et je n'ai jamais regardé son visage pâle et ardent, ou bien considéré son port de tête, sans les associer aux voûtes grises, aux fenêtres à meneaux et à toutes ces vénérables reliques d'un château féodal. De temps en temps, nous nous laissions aller à bavarder.
et je peux me rappeler que, plus d'une fois, il exprima un vif intérêt pour mes méthodes d'observation et de déduction. Il y avait 4 ans que je ne l'avais vu, quand un matin, il entra dans mon logis de Montag Street. Il n'avait guère changé. Il était habillé comme un jeune homme à la mode, ce fut toujours un peu un dandy, et il gardait ces mêmes manières tranquilles et douces qui l'avaient jadis caractérisé. « Qu'êtes-vous donc devenu, Musgrave » lui demandai-je après une cordiale poignée de main. « Sans doute avez-vous appris la mort de mon père, » dit-il. « Il a été emporté il y a 2 ans environ. Depuis lors, j'ai naturellement dû administrer le domaine de Hurlstone, et comme je suis député de ma circonscription en même temps, ma vie a été assez occupée. Mais j'ai appris, Holmes, que vous employiez à des fins pratiques ces dons avec lesquels vous nous étonniez. Oui, dis-je, je me suis mis à vivre de mon intelligence. Je suis enchanté de l'apprendre, car vos conseils aujourd'hui me seraient infiniment précieux. Il s'est passé chez nous, à Hurlstone, d'étranges événements sur lesquels la police a été absolument incapable de jeter une lumière quelconque. C'est vraiment la plus extraordinaire et la plus inexplicable affaire. Vous imaginez, Watson, avec quel empressement je l'écoutais, car c'était l'occasion même que j'avais si ardemment désirée pendant tous ces longs mois d'inaction qui semblaient se trouver à ma portée. Tout au fond de mon cœur, je me croyais capable de réussir là où d'autres échouaient, et j'avais cette fois la possibilité de me mettre à l'épreuve. « Je vous en prie, donnez-moi les détails, m'écriai-je. » Réginald Musgrave s'assit en face de moi et alluma une cigarette que j'avais poussée vers lui.